Le carton invité du jour du Déj Matinal Info s'intéresse à la deuxième édition des universités alternatives des jeunes du RISA. Et pour ce faire, je reçois le docteur Hyacinthe Ouédraogo. Il est le président du comité d'organisation des universités des jeunes du RISA. Bonjour et bienvenue, docteur. Oui, bonjour, monsieur Kabouri. Déjà, pour commencer, dites-nous comment se porte le RISA. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de bilan, les objectifs fixés à la création du RISA sont atteints? Oui, merci bien pour la question. Je peux dire sans conteste qu'aujourd'hui, le RISA se porte très bien. Il se porte très bien parce qu'après près de 20 ans et 20 mois donc, sur la scène dans la société civile burkinabé, on remarque que ce qu'on s'était fixé comme but au début, comme objectif, comme bataille à mener, eh bien nous sommes de plein pied dans la bataille. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, l'opposition est forte. Il y a beaucoup d'incompréhension. Mais nous sommes en train de jouer normalement notre partition comme nous l'entendions donc au lancement du mouvement en février 2023. En termes de bilan, je peux dire que le bilan est très satisfaisant. Parce que notre but, c'est de participer à la production intellectuelle, c'est de participer à l'éducation des masses, à la conscientisation des Burkinabés et des peuples africains engagés à soutenir donc les pouvoirs en place, les pouvoirs engagés à recouvrer une véritable indépendance, une véritable souveraineté donc pour l'Afrique. Et quand on fait le bilan, nous avons joué notre partition convenablement, nous avons participé à la production intellectuelle, nous avons alimenté le débat national, le débat international, nous n'avons évité aucun sujet d'actualité et nous sommes même, je peux dire, nous avons été au cœur du débat intellectuel et nous avons apporté des arguments scientifiquement établis qui prouvent que ce soit donc au niveau du Burkina Faso ou de l'AES que les régimes militaires qui ont opté pour la rupture ne se sont pas trompés, mais sont en train donc de conduire ces trois États-là vers la véritable indépendance, d'où même l'existence ou la création donc du RISA qui veut dire rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Donc c'est lutter, faire corps avec les masses, lutter donc aux côtés donc des dirigeants politiques. Je dis bien des dirigeants qui ont opté pour la rupture. Quand nous, on était lancés en février 2013, il n'y avait pas d'AES. Le Niger était encore gouverné donc par une démocratie occidentale. Il n'y avait donc que le Mali. Février 2013, vous avez tantôt dit 2023. Non, février 2023. Voilà. J'ai dit 2013. Vous avez dit non, 2023. 2023. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'engouements en termes d'adhérents au niveau du RISA? Est-ce qu'on a une idée d'un nombre à peu près? Oui, aujourd'hui, nos adhérents se comptent par milliers, que ce soit donc au niveau de... en fait, nous sommes organisés par région et nous sommes actuellement implantés dans toutes les 13 régions du Burkina Faso avec 9 bureaux régionaux sur 13. Il y a 13 sections en fonction donc du nombre des régions, mais il y a 9 bureaux régionaux qui sont fonctionnels et il y a 4 régions où nous avons juste des points focaux qui travaillent aussi à la mise en place des bureaux régionaux. Mais dans l'ensemble, il faut dire qu'il y a de l'engouement. Les gens ont pris du temps pour nous observer, ils ont vu que nous sommes crédibles, ils ont vu que nous sommes engagés donc dans un combat qui est noble, un combat donc qui répond aussi aux aspirations des masses et alors il y a de l'engouement et les gens, tous les jours qui passent, donc nous avons donc des personnes qui s'intéressent et qui nous contactent pour donc s'engager donc au sein du RISA pour la bataille noble que nous menons. Le RISA, c'est le rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, vous l'avez dit. Oui. Pour beaucoup, quand on regarde un peu ceux qui sont à la tête du RISA, certains ont cette impression que le RISA, c'est aussi un regroupement d'intellectuels. Qu'est-ce qu'il en est exactement à ce niveau? Oui, vous savez qu'entre intelligence intellectuelle, qu'est-ce qu'un intellectuel d'abord? Nous partons de la définition de l'intellectuel selon la définition qu'on peut prendre de Joseph Kizerbo.
une personne qui, de par la réflexion, qui, de par donc la pensée, peut apporter un plus à la gestion de la cité ou en tout cas au mieux-être de la société. Et quand nous disons intelligence, c'est juste pour ne pas que les gens focalisent l'attention sur le terme intellectuel. On peut être une intelligence à tous les niveaux. Et au sein du RISA, qu'on soit allé à l'école du blanc ou pas, comme on aime le dire, qu'on soit analphabète, qu'on soit donc diplômé, qu'on soit intellectuel et qu'on soit donc à tous les niveaux, pourvu qu'on soit prêt pour utiliser donc la raison, l'exercice de la raison, la pensée productive, la pensée pour apporter des solutions aux problèmes donc de la société. Alors on est une intelligence, on est un intellectuel. Sinon, si vous dites que c'est une focalisation, un regroupement d'intellectuels, je dirais oui et non. Il y a des intelligences, il y a des intellectuels, mais il y a des gens aussi, si on va donc prendre le terme intellectuel comme au sens premier actuel, des gens qui ont fait de grandes études et autres, je dirais qu'au sein du RISA, on a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de grandes études. Nous les appelons intellectuels, ou encore on peut les appeler des intelligences, mais ce qui est sûr, c'est personnes ont un apport significatif donc dans les débats que nous menons au sein de nos plateformes WhatsApp, Telegram et autres, au sein donc des réseaux sociaux, nos publications sur les pages Facebook et autres, et beaucoup aussi participent à des émissions télé, émissions radio en langue française ou en langue nationale comme donc le moré, le dioula et voilà et bien d'autres langues. C'est le rassemblement des intellectuels, pour ne pas dire aussi le rassemblement des intelligences, mais pour beaucoup on a vu le RISA qui à un certain moment était un peu à l'offensive par rapport à des intellectuels, et vous estimez que ces intellectuels étaient en retrait? Oui, nous on a trouvé que quand le pays traverse des moments difficiles, c'est l'heure pour que ceux qui pensent qu'ils ont bénéficié de l'appui de l'État dans leur cursus scolaire, dans leur formation, ne se mettent pas en retrait, mais apportent leur plus, apportent donc leur production intellectuelle. Aujourd'hui, en termes de bilan, est-ce que ça n'a pas été aussi un faux procès? Parce que quand on regarde de par l'histoire, vous avez tout à l'heure cité Joseph Kizerbo. Est-ce qu'il n'y a pas eu les intellectuels qui ont contribué à leur manière aussi à la marche du Burkina? Non, ce n'est pas un faux procès, parce que jusqu'à présent, il y a donc des intellectuels, jusqu'à présent, des intellectuels comme on le connaît, ou entre guillemets des diplômés de grandes écoles burkinabè, africaines ou européennes, qui aujourd'hui disent clairement qu'ils ne sont pas là pour accompagner des régimes putschistes. Ils ne sont pas là, donc ils ne peuvent pas participer donc à la gouvernance d'un pouvoir qui est arrivé au pouvoir et d'un régime qui est arrivé au pouvoir par les armes. Ces gens se sont mis en retrait. Ces gens pensent que la condition première pour leur participation intellectuelle, leur participation donc dans la production intellectuelle, c'est que on passe par les urnes pour mettre en place un pouvoir selon eux démocratique. Alors que nous pensons qu'un pouvoir militaire peut être aussi un pouvoir démocratique. Cela donc dépend de comment est-ce que la gouvernance est menée. Est-ce que cette gouvernance répond à l'aspiration des masses ou pas? Alors pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, vous êtes bien au DEJ Matinal Info dans le carton invité qui reçoit ce matin le docteur Hyacinthe Ouedraogo, le président du comité d'organisation des universités alternatives des jeunes du RISA. Et justement pour parler de ces universités alternatives, expliquez-nous un peu le concept université alternative des jeunes du rassemblement d'intelligence pour la souveraineté de l'Afrique. Ok, je précise que nous sommes à la deuxième édition cette année, parce que dès le lancement du RISA en février 2023, comme j'ai dit, notre option, c'est la participation à l'élévation du niveau de conscience politique citoyenne des masses. Parce qu'on sent que beaucoup de masses veulent accompagner, veulent apporter donc leur soutien à la transition ou au régime militaire donc dans l'AES. Mais le plus souvent, ces masses-là manquent de manière et de méthode, manquent aussi de clés de lecture de l'actualité, de la géopolitique internationale pour pouvoir donc apporter donc cet appui significatif. Voilà pourquoi depuis 2023, nous avons pensé que en plus de toute la campagne de communication que nous menons, il était bon aussi qu'on prenne du temps pour cibler certains leaders
au sein du RISA ou même hors du RISA, des jeunes qui sont engagés, qu'ils soient de la veille citoyenne, qu'ils soient des OSC ou en tout cas de n'importe quel bord social ou politique, que ces gens, pourvu que ces gens aient la volonté d'apporter donc leur soutien au processus actuel. Ces gens, on a pensé qu'il est donc de bon ton qu'on les rassemble et qu'on leur donne une certaine formation pour donc l'élévation de leur conscience politique citoyenne. C'est dans ce sens que depuis donc 2023, l'an passé c'était dans le mois donc d'août et septembre pendant les vacances que nous avions tenu la première édition des universités alternatives des jeunes. Donc cette année nous sommes à la deuxième édition et le thème central cette année c'est l'éducation, non, la conscientisation des masses, un levier, non, le fer de lance de la véritable souveraineté. Donc l'éducation ou encore la conscientisation des masses, le fer de lance de la véritable donc, bataille pour la souveraineté. C'est le thème central de cette année, mais nous avons 4 sous-thématiques portant donc sur comment comprendre la gouvernance de rupture du capitaine Ibrahim Traoré, donc les enjeux actuels et les perspectives. Et il y a aussi une thématique qui porte même sur l'AES, les atouts et les défis de l'AES. Il y a un module qui porte donc sur la veille citoyenne. Comment donc la veille citoyenne est importante, incontournable donc pour la défense de la patrie. Donc, et enfin, le 4e module donc, qui porte sur est-ce que la démocratie européenne est-elle une panacée pour donc, les maux de l'Afrique. Ce sont ces 4 principaux thèmes-là qui seront donc abordés cette année en 2 jours. Chaque jour, nous avons 2 modules. Dans la matinée, un module. Dans la soirée, donc, un module. Et nous restons ensemble toute la journée pour vraiment échanger. Ce n'est pas aussi des modules de façon magistrale. C'est de façon interactive. C'est des débats. En tout cas, c'est des échanges très riches qui permettent donc aux participants de comprendre beaucoup de choses et de repartir bien outillés pour participer significativement au combat actuel, donc aux côtés donc des autorités pour un triomphe total. Parce que, comme on aime le dire, la lutte doit être scientifique, elle doit être donc bien organisée. Si on n'est pas outillé, même si on a la bonne volonté, on peut donc participer même, on peut s'aborder même le travail sans le savoir et en pensant qu'on est en train donc d'apporter un plus à cela. Et comme je l'ai dit, cette année donc nous sommes à la 2e édition et le lancement officiel a été fait la semaine passée, les 4 et 5 octobre 2024. C'était donc à la médiathèque municipale où nous avons réuni 100 jeunes de la ville de Ouagadougou, de tous bords confondus, et la formation donc a été très riche et aussi relayée par les médias, quelques médias de la place. Donc, Truc TV, OATFM. Et en dehors de cette formation qui a connu des panels avec les différents thèmes que vous avez évoqués, quelles sont les autres activités que vous avez menées dans le cadre de cette deuxième édition des universités alternatives? Ok, il faut dire que nous avons ciblé 8 villes cette année. L'an passé, on était à 6 villes. Cette année, on a ajouté 2 villes qui sont aussi des chefs-lieux de région. Donc, en plus de Ouagadougou qui a connu donc le lancement officiel la semaine passée, cette semaine, nous allons nous déporter dans 3 villes du Burkina, à savoir Kaya, Waïgouya et Fada. Et ça, c'est la 2e vague. Et la dernière vague qui aura lieu les 18 et 19 octobre, nous allons nous déporter vers l'ouest dans 4 villes du Burkina, à savoir donc Koudougou, Dédougou, Bobo et Banfora. Donc, ce sera au total 8 villes du Burkina Faso. Et chaque ville va recevoir entre 160 et 80 jeunes donc en fonction des localités. C'est au total près de 600 jeunes qui seront donc formés et qui doivent, leur mission, c'est être donc les relais, pouvoir donc occuper l'espace public, mener le débat dans leur cadre aussi, leur cercle d'influence. Donc, comme je dis, le débat dans les espaces publics, que ce soit au niveau des médias, au niveau des groupes de thé, au niveau donc des quartiers, des secteurs, ils doivent être des porte-voix pour donc relayer cette formation qu'ils ont reçue auprès donc de leur communauté de base. Il s'agit là de plein d'ambitions pour le pays à travers l'organisation de ces panels qui sont aussi déconcentrés dans d'autres régions, vous l'avez dit. En une année de création, comment le RISA arrive à supporter au plan économique de telles organisations? Vous avez parlé de 2e édition en l'espace de 2 ans d'existence. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Ok, le RISA a une particularité, c'est que nous disons que l'intellectuel, c'est vrai, il doit apporter de la réflexion, mais il doit aussi avoir une participation financière.
Quand vous voyez un peu la campagne de Barack Obama aux États-Unis a été financée par la basse classe, par les citoyens. Quand vous voyez un peu Ousmane Sonko et son mouvement au Sénégal, ils sont aussi partis donc par un financement donc venant des citoyens et aussi de la diaspora. Nous sommes aussi loin de ces réalités sénégalaises ou américaines avec le contexte économique du pays. Avec le contexte économique, mais rappelez-vous qu'actuellement nous sommes à 130 milliards que les citoyens burkinabés donc ont cotisé pour financer l'effort de guerre. Donc le RISA aussi arrive à surfer sur ce élan patriotique très naissant. Et nous avons aussi une diaspora qui est très forte. Nous avons une diaspora qui est basée donc en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Italie. Il y a donc une diaspora qui est forte. Mais notre soutien ne vient pas principalement de la diaspora. Elle contribue. Elle vient aussi, donc nous avons au plan national des acteurs. Nous avons donc ce qu'on appelle des personnes ressources, qui sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Et nous aussi, en tant qu'acteurs, nous participons. Nous sommes en train même de créer une plateforme donc, de gestion de nos membres, parce que comme je dis, on n'arrive pas donc à vraiment gérer, et pour archiver tout ça, nous avons lancé la création d'une plateforme RISA où nos membres devront aller sur la plateforme pour donc se faire enregistrer et accepter donc il faut ce qu'on appelle un administrateur au niveau régional pour l'acceptation, et après ça, même actuellement, nous sommes en train de passer à des cotisations qui vont se faire sur la plateforme et non pas de façon chose comme nous connaissons. Donc nous sommes bien organisés et nous voulons donc nous asseoir pour une longue durée. Pour cette deuxième édition, vous êtes président du comité d'organisation, si ce n'est secret. Ça coûtait au bas mot combien l'organisation, étant donné ces déplacements que vous avez à faire à l'intérieur d'un certain nombre de régions? Ça ne va pas dépasser les 5-6 millions parce qu'il y a des villes où ça sera autour de 500 000, il y a des villes où ça sera même moins que ça. Je crois qu'en dehors des villes où on aura à voyager pour aller dormir longtemps, ça ne va pas dépasser ça. Donc tout au plus, toutes les 8 villes du Burkina, ça ne va pas dépasser autour de 5 millions, voilà, 5 millions et quelques. Et voilà, nous avons aussi les moyens, voilà, pour ça. Nous avons les moyens de bord pour cela. Alors, Dr Hyacinthe Ouédraogo, vous avez parlé de 4 modules qui ont été développés, ne serait-ce que déjà au lancement à Ouagadougou. Vous, personnellement, vous avez eu à charge le module sur la confédération de l'AES, atouts et défis. De quoi a-t-il été exactement question dans ce module? Dans ce module, je suis revenu, comme le module le dit, atouts et défis de l'AES. Dans les atouts, j'ai pris mon temps donc pour faire la démonstration que l'AES n'est pas un accident de l'histoire, comme beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sceptiques ont tenté de le faire croire au début. Beaucoup ont pensé, sont montés sur leurs chevaux pour dire que l'AES, c'est comme si c'était une idée de putschistes en panne d'imagination qui ont juste proposé un truc pour berner les gens. Voilà. Beaucoup ont dit que non seulement l'AES n'est pas viable, et aussi que la sortie donc de l'AES de la CEDEAO était inopportune. Donc dans cette communication, je montre que loin de là, l'AES a des fondements historiques. Parce que bien avant la colonisation, dans cet espace, il y avait une forte intégration des peuples. Il y avait des liens commerciaux. Il y avait même des liens politiques. C'est dans cet espace que c'est donc qu'ont émergé les empires donc du Mali, l'empire Songhai, l'empire donc Bambara de Ségou, et les royaumes Mossé, les cités Aoussa et autres. Il y avait donc une forte intégration des pays. Il y avait des grands centres commerciaux qui reliaient le nord, le sud, avec assez de routes commerciales. Donc ça, c'est au niveau historique. J'ai montré qu'il y a un continuum culturel dans cet espace où vous ne pouvez pas donner la limite en dehors donc des frontières entre ces États qui sont des frontières artificielles, qui sont donc les cicatrices de la colonisation. Vous ne pouvez pas montrer la limite entre ces États parce qu'il y a un continuum culturel, il faut dire même un continuum socio-culturel linguistique. Et je montre, si en 1970, on a créé donc l'autorité intégrée de l'Itako-Gourma, c'est qu'il y avait bel et bien des fondements. Et c'est parce que ça n'a pas évolué normalement que 60 ans plus tard, on est toujours à 3 États. Si on allait même suivre l'évolution normale des choses, le Liptako-Gourma créé en 1970 devait aboutir donc à un État fédéral. Donc je montre aussi à divers niveaux. Je montre aujourd'hui l'AES, si le pari réussit, si cette confédération progresse vers un État fédéral, l'AES sera le plus vaste, c'est-à-dire une puissance territoriale en Afrique, le plus vaste État de l'Afrique et le 8e vaste État au monde. Donc c'est un atout. Nous allons être un géant dans le monde.
c'est l'Algérie qui est le pays le plus vaste d'Afrique. L'AES va dépasser l'Algérie. En termes de démographie, nous devenons 5e force démographique en Afrique, derrière le Nigeria, le Congo, je crois bien l'Éthiopie et autres. Même dans le monde, nous serons classés parmi les 20 puissances démographiques du monde. Donc, il y a assez d'éléments. Et au niveau donc de nos ressources, l'AES va se positionner comme un géant donc en ressources énergétiques. Bon, je vais parler donc des ressources fossiles, le pétrole, voilà, en ressources minières, en ressources donc pétrolières et autres. Tout ça, ce sont des atouts que nous avons. Et je montre avec cette population qui est très jeune. Nous sommes actuellement 78 millions, 5e force démographique de l'Afrique. Une population qui est très jeune. C'est une population, c'est aussi un grand marché de consommation. Donc, il suffit seulement que les dirigeants politiques arrivent à ce que nous fassions une transition d'une économie de traite. C'est-à-dire, actuellement, nous vendons nos matières premières là. Quand on arrive à faire la transition vers une économie de transformation locale pour donner du travail à la jeunesse, et on va donc mettre en place une puissance industrielle, une puissance économique. Au niveau des défis, jusqu'ici, nous sommes au niveau des défis et des atouts. Je pense pour y parvenir, nous avons des défis. Dont le plus important est l'aspect sécuritaire. Quels sont les défis, justement? Oui, les défis, j'ai dit qu'il faut qu'avec la force conjointe qui est en train d'être mise en place, on arrive dans les brefs délais, donc avec le terrorisme. C'est le principal élément qui va rassurer les populations et qui va convaincre le monde de notre sérieux. Jusqu'à présent, une grande puissance qui n'arrive pas à contrôler son espace vital et autres là, ça ne rassure pas. Il y a eu des avancées, nous sommes au bas mot à 70%. Oui, 70% au niveau du Burkina. Oui. Donc, il faut donc vaincre le terrorisme en mettant en place aussi une force militaire redoutable qui dissuade tout ennemi, qu'il soit terroriste ou qu'il soit agresseur extérieur, que personne même n'ose, comme le président l'a d'ailleurs dit, mettre en place une force militaire jamais égalée donc dans la sous-région. Ça peut se faire de concert dans les 3 États et aussi avec l'appui donc des partenaires stratégiques comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine que nous avons. Et j'ai dit que pour vous, en termes d'objectifs, est-ce qu'on peut y parvenir dans 2 ans, dans 1 année, dans 3 ans? Si c'était les terroristes seuls, moi je pense que dans 2 ans c'était possible. Mais c'est un mal qui s'est métastasé pendant 10 ans. Et avec aujourd'hui les fortes connexions qui existent entre l'impérialisme et le terrorisme, avec cette vague de soutien, on a vu l'Ukraine qui est rentrée donc dans la danse. Il y a tellement de connexions souterraines entre l'impérialisme et le terrorisme que je pense que en 2 ans, on peut vraiment vaincre le cœur du mal. Mais pour l'éradiquer totalement, moi je pense qu'il faut aller à 5 ans, sinon plus, pour qu'on dise qu'aucun terroriste n'a accès à l'espace AES, parce que ça a pris du temps. Et à certaines causes, même les Français et l'impérialisme là ont alimenté ça, les rébellions qui existent depuis 40 ans, 50 ans. Je pense que ce n'est pas en 2 ans, 3 ans qu'on peut le vaincre. Mais avec le temps, on peut donc l'imposer. Ce qui est sûr, on va travailler graduellement. Le Nigeria à côté de nous est une grande puissance, mais on sait que quand même le Nigeria souffre aussi donc de la menace constante de Boko Haram, mais ça n'empêche pas que la puissance économique, militaire et autres là s'exprime et que ce géant en Afrique s'affirme dans le monde. Donc il y a aussi des défis donc au niveau, donc comme je l'ai dit, au niveau économique, il y a des défis même, et le fait de pouvoir asseoir une monnaie forte, stable, compétitive. C'est autant donc de défis, et le défi donc de l'éducation, le défi donc énergétique. Jusqu'à présent, l'AES dépend de l'apport énergétique des pays côtiers, voilà. Et voilà, tout ça, ce sont des défis qu'il faut donc énergétiques qu'il faut travailler à relever. C'est vrai, il y a des grands projets qui sont là, comme l'énergie atomique, l'énergie solaire qui sont en vue à long terme. Il y a tellement de choses. Il y a les chemins de fer qu'il faut construire. Il y a donc il y a beaucoup d'atouts, mais je crois que avec la ferme volonté politique des 3 présidents et de leur gouvernement, et avec surtout la forte caution populaire dont jouit donc ces pouvoirs-là, je crois que l'impossible sera possible dans l'AES parce que les peuples sont aussi engagés. Au bas mot, Dr Hyacinthe Ouédraogo, il nous reste 3 minutes de temps d'antenne. Vous nous permettez d'aborder aussi, parce qu'il y a tout juste à peine 1 semaine, au niveau du Burkina, on a célébré justement les 2 ans de la transition avec le capitaine Ibrahim Traoré. On ne vous avait pas eu, je parle du RISA, sur la question. Quel est le bilan que vous arrivez à faire quand on regarde une telle célébration qui est faite dans un contexte où il y a une certaine recrudescence, il y a des destins
stabilisation, il y a aussi le plan sécurité. On a vu l'échange que le chef de l'État a eu avec les Burkinabés le week-end dernier. La question de Barsalgo est revenue. Quel est le bilan que vous arrivez à en faire en quelques instants? Au sein du RISA, nous trouvons que le bilan est très satisfaisant, même s'il y a, comme vous l'avez dit, de nombreux défis à relever. Nous, au sein du RISA, nous disons une chose. Il ne faut pas juger la transition, le bilan de la transition, à l'aune des résultats qui sont manifestes. Il y a souvent certains résultats qui tardent à se manifester. Ici, nous sommes satisfaits donc de ce bilan parce qu'en 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, ils ont réussi à repositionner le Burkina Faso dans l'échiquier international et aussi même dans la lutte contre le terrorisme. Je vais m'expliquer. Avant son arrivée, je parle donc du président du Faso, c'est comme si le peuple burkinabé menait une lutte par procuration. Nous n'étions pas les maîtres de la lutte contre le terrorisme. Alors que Sankara avait dit que les peuples consciencieux ne délèguent pas la défense de leur territoire à quelques individus qu'on puisse appeler militaires ou en tout cas spécialistes de la guerre. Avant l'arrivée du capitaine, c'est vrai, il y avait des militaires qui sont engagés, mais tout le monde conviendra que nous comptions plus sur la France, nous comptions plus sur l'appui aérien de la France, sur le renseignement de la France, sur l'aide extérieure pour donc financer, acheter des armes et en tout cas lutter contre le terrorisme. Combien de fois on a été victime d'attaques? Ce qui a été inversé en 2 ans. Ce qui a été inversé en 2 ans. Nous nous sommes repositionnés. Aujourd'hui, ce sont nos militaires qui sont au cœur du combat. Aujourd'hui, c'est le peuple lui-même qui est impliqué. De par donc les VDP qui sont à près de 90 000 qui ont été recrutés en quelques mois après donc l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Et surtout, de par le financement de la guerre. Le bailleur de fonds de la guerre n'est pas la France, n'est pas l'extérieur, n'est pas l'Union européenne, n'est pas le G5 Sahel qui était une coquille vide, mais le bailleur de fonds de la guerre contre le terrorisme, c'est le peuple burkinabé qui finance. Donc je pense que cette lecture même qui est très juste de la guerre-là nous a permis de nous repositionner. Et c'est à partir de ce fondement-là que les victoires peuvent commencer donc à être manifestes progressivement. Je vais finir par là. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on avait fait un mauvais diagnostic de la guerre. On pensait qu'on pouvait compter sur l'impérialisme, la France, l'Union européenne et autres pour lutter contre le terrorisme. Ce qui était une erreur. Parce que tout le monde sait aujourd'hui, le terrorisme dans le Sahel, je n'ai pas dit ailleurs, mais dans le Sahel, le terrorisme a pour parrain, a pour bras caché l'impérialisme. Donc quand vous comptez sur l'impérialisme pour lutter contre le terrorisme, vous êtes parti pour faire un siècle sans vaincre le terrorisme. Mais c'est ce que le capitaine a pu faire ou encore ses pairs de l'AES, que ce soit au Mali ou au Niger, les décisions courageuses ont été de demander aux forces d'occupation qui étaient là pendant 10 ans et qui ne faisaient rien de partir. Ça nous a permis d'être responsables d'où viennent les victoires comme Kidal, d'où viennent les victoires que aussi nous avons. Même si aujourd'hui il y a toujours des attaques, les gens oublient quelque chose. Quand le capitaine venait, on avait une armée qui était à la défensive. Aujourd'hui, l'armée est à l'offensive. Je ne sais pas quelle zone du Burkina est inaccessible à l'armée. Aujourd'hui, pour que l'ennemi puisse nous toucher, il faut que l'ennemi passe par la surprise. L'ennemi nous attaque, pas de façon frontale, mais donc par des stratégies de guérilla. Donc ça montre qu'aujourd'hui, le rapport de force a changé. Et moi, ces éléments-là sont très significatifs. Le reste, là, les victoires vont se manifester tôt ou tard. Quand on est fort dans le combat, la victoire est une question donc de temps et elle finira donc par être du côté donc du peuple burkinabé, comme on commence d'ailleurs à voir les résultats. Docteur Hyacinthe Ouedraogo, on espère vous avoir sur ce plateau pour d'autres thématiques. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que le carton invité a donc reçu docteur Hyacinthe Ouedraogo, qui est le président du comité d'organisation des universités des jeunes du RISA. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour l'invitation et bonne journée donc à tous les auditeurs. Merci donc à vous, auditeurs et téléspectateurs de nos médias leaders. Eh bien, en attendant de vous retrouver demain par la grâce de Dieu pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso.